acheter un Fairphone. Je vais où? Bon, Sur Internet. il faut, Swisscom il aussi. faut le commander Swisscom Digitech. et après Il y a attendre Wacom un peu jusqu'à on peut le recevoir. Mais je crois que Mais maintenant, maintenant Swisscom, la j'ai production écouté quelque est chose. plus, c'est plus rapide. Mhm. Puis à Lausanne, on peut l'acheter chez Y Computer, c'est l'ancien conseiller d'État Marthaler qui le distribue aussi. Ou Mais Prix Italia. même Swisscom en fait, maintenant ils l'ont pris dans leur assortiment. Mais par contre, Swisscom ne fait pas le service après-vente. Il faut s'adresser à la bonne compagnie chez Wacom. J'ai une question sur la rétribution des mineurs. Donc, en fait, les $2000, ils sont donnés à la communauté. Donc le Non, salaire des mineurs, il n'est pas impacté directement. non, il n'y a pas un impact directement pour les salaires. Alors, il faut payer les minimums au moins. En Pérou, c'est bien organisé de l'État. Alors les 2000 $, ils vont chez l'organisation et là-bas, ils ont une groupe des membres, travailleurs, ça peut être du bord, tous ensemble. Et eux, ils peuvent décider ce qui est le plus important pour changer. Mais ça peut être c'est des coopératives, hein. Ça peut être que des coopératives. Bon, Ça peut alors être c'est une entreprise qui a des employés. bon, c'est une combinaison. Alors, par exemple, la mine qui est la plus développée, maintenant, ils ont 160 membres et envers 700 mineurs qui travaillent pour l'organisation. Mais avec Mactesa, par exemple, il y a 330 membres avec 100 personnes qui travaillent pour l'organisation. Et Aurelsa, ils sont encore plus, il y a presque que les membres. Ouais. Mais ça change avec le temps. Avant, la différence, c'était presque le même, mais quand ils crescent, ils deviennent plus professionnels. Ils ajoutent plus les membres, mais ils ajoutent les travailleurs qui travaillent dans la mine, qui sont payés. Oui. C'est pour Madame Chantal, c'est juste. Mhm. Vous parlez beaucoup du Burkina Faso dans votre exposé, de manière relativement très claire. Et vous avez mentionné les actions militaires révolutionnaires de certains groupes, dont au Burkina Faso, comme valaisan, j'ai un ami, Jean-Noël Ray, qui a été tué au Burkina Faso, très récemment. Mhm. Est-ce que vous avez une relation, ou eu une relation avec M. Jean-Noël Ray? Pour le public ici, ça a été le grand chef de la poste suisse, il y a environ une dizaine à quinzaine d'années. Mais en même temps, c'était un homme à l'esprit très ouvert et qui s'adonnait aux organisations non gouvernementales comme altruistes. Et il est malheureusement, entre guillemets, parti finalement de Burkina Faso. Il a un livre qu'il a écrit, si les gens le lisent. Et est-ce que vous avez eu des contacts avec les gens qui finalement, au Burkina Faso, ont été à la base révolutionnaires et du décès dans un attentat de M. Jean-Noël, dont je salue la mémoire aujourd'hui? Non, enfin j'ai beaucoup parlé du Burkina Faso parce qu'on a fait une enquête sur 3 mines qui fournissent métal or.
mais on n'a pas eu de contact avec Monsieur Ray. Et donc là, non. Et c'est vrai que quand j'ai parlé de conflit, après, je pensais plus, mais dans l'optique des minerais. Mais ce serait une étude à faire aussi par rapport au conflit actuel avec le djihad. Quel est le lien, pas juste entre le pétrole, mais d'autres minerais et le financement de ces groupes armés? C'est vrai qu'à ma connaissance, ça ne s'est pas fait, mais je suis loin de tout connaître. Ce qu'on a vu, c'est qu'au Congo et au Kivu, c'était une guerre civile, mais très en lien avec ce qui s'était passé aussi au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Vraiment, les minerais, l'or, le tantal, le tungstène, enfin plusieurs de ces minerais, le coltan, ont vraiment financé les partis en guerre. Donc voilà, mais ça s'écarte un petit peu de votre question précise par rapport à M. Ray, avec qui non, nous, on n'a pas eu de contact. Parce qu'au Burkina Faso, moi-même comme médecin, sans y avoir été, je participe beaucoup à une fondation non-noma qui a été soutenue et créée aussi par Picard, qu'on connaît, quand ils ont vu des enfants du Noma lorsqu'ils ont atterri avec leur ballon et qu'il a été frappé par ça, par la misère de ces gens, et qu'il a lancé toute une action humanitaire et qui se répercute et qu'on connaît, et on peut faire des synergies et se retrouver. Et comme médecin pour les questions dentaires et de l'or, je pense que ce moment est révolu. Nous n'utilisons plus l'or pour les dentiers. Ça, c'est une bonne chose. Une question de là, oui. Au Burkina Faso, ce qui s'est passé avec M. Ray, c'était les guérillas islamistes. Justement, ils essaient d'accaparer tous les endroits où il y a une production pour financer la guerre. Ils n'hésitent pas à entrer dans les villages et tuer tout le monde. C'est en fait une extension de ce qui se passe au Togo. J'avais une question pour vous. C'était par rapport à Flosser, c'est eux qui certifient donc Max Havelaar et les mines là-bas. Donc c'est eux qui vont faire l'enquête, etc. Exact. Ouais. Et puis après vous, justement, je comprends pas bien en fait la différence entre Flosser et puis Max Havelaar. La certification c'est Flosser, exact. L'organisme, ça doit être indépendant parce que ça ne pourrait pas fonctionner si nous faisons les standards et nous les contrôlons. Donc c'est par exemple le price de la banque, c'est Flosser qui pour d'autres choses, c'est ça? Et c'est tout Fairtrade, Max Havelaar, qui fait les travaux avec les partenaires ici et avec les mines là-bas en Pérou. Mais le contrôle, si la mine fonctionne au niveau du standard, ça nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Il faut avoir une organisation qui est indépendante et qui va chaque année pour voir les conditions et le progrès et dire bon, ça marche encore, c'est bien, ou non, c'est plus le standard Fairtrade. Et eux, par exemple, ils sont régulés par quel organisme? Ils ont certifié ISO 17065. Exact. Il y avait une question, madame. Oui, moi j'aurais bien aimé que vous reveniez sur les critères de certification. Là j'ai entendu que vous parliez des questions de protection de poussière, des escaliers, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus quels sont les critères de certification? Bon, les critères pour la certification, ce sont 65 pages. Et c'est toujours, si c'est trop, c'est pas bien. Si c'est pas
suffisamment, c'est aussi pas bien. Alors, il faut vraiment rencontrer la bonne balance. Et par exemple, quelque chose qui est... on peut... Les mines certifiées, ils peuvent utiliser le mercure, mais seulement les premiers 3 ans, par exemple. Alors, il faut aussi comprendre que le standard, il est progressif pour 6 ans. Alors, on commence avec la mine à un certain niveau, et après chaque année, ça devient plus dur et plus dur. C'est pour qu'ils peuvent aussi profiter de la mine et utiliser l'argent pour le progrès. Alors, si vous faites un standard qui est parfait, alors qui peuvent travailler comme nous pouvons travailler ici en Suisse, vous ne pouvez pas certifier des mines parce que c'est pas faisable. Alors le minimum, c'est surtout que les enfants, c'est interdit d'y travailler, mais comme je parle des escaliers qui doivent être sûrs, c'est quoi d'être sûr. Alors ça c'est quand même un travail très dangereux et très dur. Alors il faut aussi pas avoir des images trop optimistes. Alors c'est vraiment d'avoir une balance et un progrès entre pour tout le temps qu'on travaille avec les mines. Oui. J'avais 2 questions concernant le domaine de l'or. Je pense qu'il s'adresse aux deux conférenciers, mais peut-être en particulier pour commencer à monsieur, c'est l'or étant un matériau précieux et faisant l'objet de commerce au mieux gris et souvent noir, vous êtes obligé d'imaginer d'avoir votre mine certifiée qui a une protection. Comment vous pouvez avoir une zone démilitarisée fair trade autour de votre mine pour empêcher que la marchandise parte différemment? Et le deuxième axe de question, je le pose comme ça, je vous laisse vous embêter. Le deuxième axe de question, c'est j'ai peine à percevoir le profit réel du travailleur de la mine si son salaire est le même, qu'il soit employé d'un employeur abusif ou d'un employé fair trade s'il touche le même salaire. On va lui assurer à terme, mais c'est un petit peu de main en rase gratis, on va lui assurer à terme que les escaliers seront bons, qu'il y aura un revêtement de la restauration, qu'il y aura des dentistes et des médecins. Mais ça, c'est demain. Alors, pour vous donner une réponse pour les salaires, par exemple, le standard dit que les salaires doivent être payés comme c'est régulier dans les pays eux-mêmes. Et on peut dire, bon, c'est déjà réglé par le pays, mais nous savons très bien que on peut avoir un minimum, mais après, il y a n'importe quelle personne qui travaille là-bas et ils ne reçoivent pas ce minimum. Alors ça, au moins pour la certification, il faut nous montrer, ou à Flowcert, qu'ils ont vraiment payé ces montants pour les travailleurs qu'ils ont inscrits. Par exemple, pour vous donner de la réponse pour la protection, ça c'est toujours la même demande. C'est aussi pour la protection des chimiques. Alors on peut faire le plus qu'on peut, mais s'il y a
terremoto, tremblement de terre, d'un certain degré. Alors là, la chimique aussi peuvent aussi aller dans la nature. Le même avec la protection, les mines ils ont une protection, mais ça dépend d'agresseurs et l'organisation d'agresseurs qu'ils, moi je dirais, peuvent toujours entrer. Là, il n'y a pas, l'or, il y a beaucoup de valeur. Et les zones, à Pérou, je disais, c'est plus sûr. Dans cette région, c'est pas en Madre de Dios qui est une chose complètement différente. Mais il y a eu des incidents, mais bon, on peut pas faire des murales immenses pour toujours. Ouais, après, je pense que dans la région du Kivu, il y a eu cette loi américaine qui s'appelle le Dodd-Frank, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes pour dénoncer les minerais de la guerre, notamment dans les téléphones. Et il y a une loi qui a été passée par l'administration Obama qui demandait que les gens qui vendent des produits manufacturés aux États-Unis sachent si ils utilisent des minerais de la guerre ou si des minerais issus de la guerre sont utilisés dans leur téléphone. Et puis ça a soulevé toute une polémique parce que beaucoup de marques ont simplement boycotté la région du Kivu, ce qui a conduit au fait que les creuseurs artisanaux qui sont en majorité, parce que dans l'or il n'y avait aucune mine industrielle vu la guerre, se retrouvaient sans travail, sans perspective, puis que ça a augmenté aussi l'or illégal et tous les canaux illégaux. Et en fait, il y a certains entrepreneurs et grandes marques, même Philips, Intel, plus engagés et conscients de leurs responsabilités, ils ont essayé de créer des filières plus transparentes et contrôlées au Kivu. Et c'est vrai que la plupart des organisations sur place, elles disaient, mais il ne faut justement pas boycotter, il faut renforcer les coopératives. Et il faudrait aider ces coopératives à ne pas tomber aux mains des groupes armés. Alors ça, évidemment, c'est quand même très difficile. Mais ensuite aussi, les renforcer économiquement dans leur organisation pour qu'ils puissent vendre leurs minerais, justement avec moins d'intermédiaires, avec plus de traçabilité, avec plus de sécurité à long terme. Et c'est vrai que si on arrive à faire ça, que ce soit avec le label Fairtrade, où du coup, il y a quand même beaucoup de clarté, ou même sans, en créant des filières dans des zones à risque, ça peut énormément aider les populations. Au Kivu, mais même dans la région du Katanga, il y a énormément de creuseurs. Ils ont moins en moins de parcelles pour travailler et ils sont dans des situations catastrophiques. Et il n'y a pas d'emploi pour tous ces gens. Donc au fond, de dire, ok, la mine c'est dur, mais en attendant, ils n'ont pas d'autre alternative. Il faut développer d'autres politiques locales, voilà. Mais c'est aussi important d'essayer de créer et de soutenir ces creuseurs artisanaux pour qu'eux puissent vendre à des filières plus respectueuse, à long terme, avec voilà, peut-être la construction d'une école et ensuite un dentiste, etc. Je pense que c'est quand même un premier pas important. Merci. Oui, alors peut-être une dernière question. Par rapport à l'initiative, je me demandais si vous pouviez nous dire quelques mots sur comment vous imaginez la mise en œuvre pour le cas où ça passerait. Parce que ça vaudra forcément pour l'avenir. Donc est-ce que vous imaginez un délai pour s'y conformer pour les entreprises? Je sais pas. Est-ce que vous voulez développer un peu ça? Oui. Alors, bon, le texte de l'initiative, comme c'est un texte constitutionnel, on a dû limiter. Donc tout ça sera à discuter si l'initiative est acceptée. Mais c'est clair que dans les discussions qu'on a, aussi avec des gens de l'administration, il faut un délai de mise en œuvre. Et puis, à voir si c'est 5 ans, si c'est 3 ans ou si c'est 10 ans. Là, les avis divergent. Mais c'est clair qu'il faut un temps de mise en œuvre.